Depuis que j'ai commencé ma rétrospective sur les WrestleMania, je me suis rendu compte d'à quel point l'événement a mis du temps à se mettre en place pour devenir le show que c'est aujourd'hui. Les premiers WrestleMania, même s'ils ont quelques points positifs et qu'on a passé un très bon moment devant WrestleMania 3, ils sont selon moi beaucoup trop longs et surtout remplis de matchs qui ont que très peu d'importance et qui sont trop courts, ce qui remet en doute l'intérêt de leur présence sur la carte. Mais heureusement, arrivé en 1991, on a la fin d'une ère avec le dernier WrestleMania avec 14 matchs, puisque WrestleMania 8 introduira un format de moins de 10 matchs qui restera en place pendant de longues années, et il est donc l'heure de revenir ensemble sur le dernier WrestleMania d'une ère qui n'est pas aussi mauvais qu'on pourrait le penser, WrestleMania 7. Le show commence comme d'habitude avec la classique introduction de WrestleMania, accompagnée par America the Beautiful, tradition qui existe encore aujourd'hui. Et enfin, une tradition se lance pour de bon cette année également, celle d'avoir de bons matchs en ouverture. Parce que oui, si aujourd'hui on a l'habitude de voir des gros matchs de milieu de carte, voire même de niveau de main event ouvrir WrestleMania, pendant des années ça n'a pas été le cas. En fait, on aurait dit que la WWE plaçait un petit peu ses matchs au hasard, et il faut attendre WrestleMania 7 pour que la tradition de sortir de vrais bons matchs en opener débute pour de bon, et ça fait vraiment plaisir. Du coup ce soir, pour ouvrir WrestleMania, on accueille les Rockers, l'incroyable équipe de Shawn Michaels et Marty Jannetty, pour leur dernier match ensemble à WrestleMania, puisque l'équipe se séparera fin 91 pour laisser Shawn Michaels exploser en solo et devenir Mr. WrestleMania. Mais bon, à l'époque, les deux associés sont toujours potes et ils régalent avec un match contre Haku et le Barbare qui réellement est très bon. On a l'habitude que les Rockers proposent de bons matchs et ils ont rarement déçu dans le ring, mais là franchement tout est hyper fluide, autant entre Jannetty et Michaels que dans les enchaînements avec leurs adversaires, qui sortent d'ailleurs eux aussi de très belles prises, et franchement cet opener est l'un des matchs que je vous conseille le plus dans cette soirée. En plus, après 10 minutes d'un match assez rapide et franchement efficace, Marty Jannetty envoie un dropkick du haut de la 3ème corde sur Haku qui se fait immédiatement écraser par le splash de Shawn Michaels, qui donne alors la victoire à son équipe pour parfaitement débuter la soirée, régaler les fans et me donner un vrai bon espoir pour la suite du show. Du coup, comme j'avais parlé de cette idée dans ma vidéo précédente sur WrestleMania 6, on va commencer à tester les notes pour ce show. Donc si c'est un concept qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, et si au contraire vous trouvez que ça apporte pas grand chose, voire même que c'est plutôt négatif, faites-le moi savoir aussi. Et en l'occurrence, pour ce match, je trouve que c'est un très bon moyen de démarrer la soirée, donc pour moi, ce sera un petit 3 étoiles. Malheureusement, on peut pas en dire autant pour le match suivant, parce que comme je l'ai dit en intro, ce WrestleMania c'est le dernier à avoir une carte aussi grande, et c'est donc aussi le dernier à avoir des matchs extrêmement courts et peu utiles, et du coup, on enchaîne avec Dino Bravo contre le Texas Tornado. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Texas Tornado c'est Kerry Von Erich, un jeune membre de la famille Von Erich, que vous êtes sûrement très nombreux à connaître, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une famille très connue dans le catch, mais malheureusement pas nécessairement pour les bonnes raisons, puisqu'elle semble être victime d'une genre de malédiction. Bon, on n'est pas là pour faire de la superstition, hein, mais en réalité, cette famille a effectivement un destin tragique, avec de très nombreux décès survenus de nulle part, et c'est notamment le cas de Kerry Von Erich qui subira un grave accident de moto avant de prendre sa propre vie en 1993 à seulement 33 ans. Je sais que parler de ça c'est pas forcément très joyeux et ça n'a pas de rapport direct avec le match, mais je vous en parle parce que ça m'a fait bizarre en regardant l'affrontement. En réalité, je me demande si c'est pas même le premier match de Kerry Von Erich que je vois, donc je vous avoue que j'étais assez perturbé. Mais pour se concentrer sur le match, celui-ci n'a pas une grande importance sur la carte, si ce n'est que c'est la première apparition du Texas Tornado à WrestleMania, et malheureusement c'est aussi sa dernière puisque son parcours à la WWF ne durera que 2 ans. Du coup, bien sûr, pour son premier WrestleMania et au vu de sa série de victoires qu'il garde depuis qu'il a perdu son titre intercontinental fin 90, la WWF veut le mettre en avant et il se débarrasse en quelques minutes à peine de Dino Bravo, qui lui aussi fait justement sa dernière apparition sur la plus grande scène du monde en mettant en avant un jeune catcheur prometteur. Puisque le match est très court, vous vous en doutez, je vais pas pouvoir lui mettre une note et en soi il est vraiment assez classique pour mettre en avant le Texas Tornado, donc on peut passer à la suite. La suite en l'occurrence c'est l'une des bonnes surprises de la soirée pour moi puisqu'il s'agit d'un match plutôt cool entre le British Bulldog et le Warlord. Ce dernier est sur un run solo depuis le début de l'année 90 et honnêtement j'en attendais rien du tout. Autant c'était pas si mal de le voir aux côtés du Barbare lors de WrestleMania 5, autant j'avoue que de base en solo je me disais que ça allait être juste un géant qui catch très lentement. Certes face à lui on a le British Bulldog qui est un très bon catcheur et qui lui aussi sort d'un run en équipe aux côtés du Dynamite Kid et du coup c'est logique qu'on ait un match plutôt correct, mais encore une fois j'ai été vraiment surpris. Pour un match entre deux buffles dont l'idée est de mettre encore en avant le duel de force avec la Full Nelson du Warlord, le match est quand même assez rapide et on a des moments franchement cool dans le ring, notamment avec les échanges de coups d'épaule qui fonctionnent hyper bien. Vraiment, pour un match qui met en avant la force brute, je trouve que c'est de très bonne qualité. Alors oui, du coup on n'a pas beaucoup de catch technique, hein, certainement parce que c'est pas le point fort du Warlord, mais malgré ça j'ai quand même passé un plutôt bon moment, et même si la rivalité entre les deux n'est pas ultra importante, ça permet quand même d'offrir au public un moment sympa, puisqu'après 10 minutes d'affrontement, le British Bulldog se libère de la Full Nelson du Warlord, avant de lui placer son Running Power Slam pour le couvrir et remporter le match. En final, c'est un petit peu compliqué pour moi de donner une note objective à ce match, parce que sans mentir, je m'attendais vraiment à rien du
du tout. D'ailleurs en réalité je m'attendais encore à un match très court et au final on a un vrai affrontement d'une durée correcte qui ne nous laisse pas non plus nous ennuyer. Mais bon, il faut pas non plus que j'en arrive à surcoter le match juste parce que mes attentes étaient faibles, donc je pense qu'un bon 2 étoiles et demie ça me paraît cohérent. On enchaîne directement avec le match suivant et le premier match de championnat de la soirée puisque la Hart Foundation défendent leur titre par équipe contre les Nasty Boys. Honnêtement je suis loin d'être le plus grand fan des Nasty Boys et pourtant ce match m'a réconcilié avec la série des WrestleMania. Et d'ailleurs pour être honnête, ce début de WrestleMania m'a franchement donné bon espoir pour la suite du show et même la suite de ces reviews, parce que sans vous mentir, quand je me lance dans un WrestleMania après avoir vu les premiers, je suis plus aussi enthousiaste qu'au début. Oui, parfois il y a des bons matchs et qui d'ailleurs sont encore bons à regarder aujourd'hui, et oui, c'est totalement parce qu'en regardant du catch des années 80-90 avec l'œil de 2023, on le voit pas de la même manière, mais les quelques derniers WrestleMania que j'ai regardés m'ont vraiment déçu. Et justement, ce match avec les quelques premiers de cette soirée m'ont donné bon espoir. Il y a encore une fois rien d'exceptionnel et le match reste très classique dans sa construction, mais c'est ça qui est bien. On a du catch par équipe bien cool, même si ok, les Nasty Boys ne sont pas la meilleure équipe de l'histoire, bien au contraire, mais leur rôle de heel fonctionne très bien et ils dominent le match pendant de très longues minutes, maintenant Bret Hart au sol et l'empêchant de passer le relais à son partenaire. Finalement, Bret Hart va réussir à faire le hot tag pour laisser rentrer Jim Neidhart, mais malheureusement pour les champions, le changement se fait dans le dos de l'arbitre, ce qui le rend invalide, mais Bret Hart ne lâche pas pour autant l'affaire et il esquive le coup de mégaphone de Brian Knobbs qui détruit son partenaire, permettant au Hitman d'aller cette fois-ci officialiser le changement sous l'ovation des fans. Alors encore une fois, je suis pas le plus grand des fans de Jim Neidhart, mais en vrai je trouve que ce petit segment il est très cool et tout l'enchaînement de fin il est très bien aussi. La Hart Foundation tente d'en finir avec le Heart Attack, mais l'arbitre reste trop préoccupé par Bret après la prise, ce qui permet aux Nasty Boys d'envoyer un coup de casque sur le crâne de l'enclume, remportant le match en trichant pour récupérer les titres de manière controversée et se faire bien sûr huer par la foule. Bon, je reconnais que la fin est un petit peu douteuse, parce qu'en réalité l'arbitre se concentre sur Bret alors qu'il est dans le ring que quelques secondes après le Heart Attack et ça n'arrive jamais dans aucun des autres matchs, mais en vrai ça reste une fin plutôt cool pour mettre en avant le côté tricheur des Nasty Boys et personnellement j'ai plutôt aimé. En plus ce match c'est l'une des dernières apparitions de l'équipe de Bret Hart et Jim Neidhart puisqu'ils auront une revanche contre les Nasty Boys lors d'un show télévisé en juillet 91 avant de se séparer pour de bon, permettant à Bret d'aller exploser en solo et d'avoir la carrière que beaucoup d'entre vous connaissent et adorent. Du coup WrestleMania 7 enchaîne avec un match par équipe assez cool qui mérite selon moi la même note que celui qui a ouvert la soirée avec un solide 3 étoiles. Bon, on est là qu'au premier tiers du show et vraiment je me répète mais jusqu'à présent c'est loin d'être mauvais. Les matchs ont toujours ce problème de ne pas avoir de grandes histoires derrière, mais dans le ring ça se passe franchement bien et encore une fois j'étais très enthousiaste. Mais bon, vous imaginez bien quand on regarde ces matchs avec l'œil d'aujourd'hui, tout ne peut pas très bien se passer et on arrive donc au match suivant qui pour le coup fait l'inverse total de ce que fait le début du show. Jusqu'à présent, comme je l'ai dit, les matchs n'ont que très peu d'histoire mais ils sont plutôt cool à voir. Et là en l'occurrence entre Rick Martel et Jake Roberts, c'est l'inverse. Il y a effectivement une histoire qui nous est racontée avant le match avec Martel qui envoie je ne sais quel spray pour aveugler Roberts et lui faire perdre temporairement la vue, ce qui pousse le Snake à défier Martel pour un blindfold match à WrestleMania. Alors peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le principe d'un blindfold match, donc je vais vous l'expliquer, c'est très simple, c'est un match où les deux adversaires sont aveugles. Du coup ça peut donner lieu à des moments de comédie quand c'est bien fait et ça reste quelque chose de très propre au catch et donc les avis vont être très différents en fonction de si c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout. Mais bon, en l'occurrence ce soir là il y a un premier truc qui va faire décrocher beaucoup de gens du match, c'est qu'avant même qu'il commence on peut très clairement voir que les sacs qu'ils ont sur la tête ont une petite grille qui leur permet de voir, et même si évidemment on s'en doute tous, on n'est pas là pour rentrer dans la critique nulle de le catch c'est faux, parce qu'on est tous fans et on le sait très bien, mais justement si on le sait très bien et qu'on arrive quand même à apprécier les choses, c'est parce qu'on fait marcher ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité. Mais bon justement, cette suspension consentie d'incrédulité, elle fonctionne tant qu'on nous agite pas au visage quelque chose d'évident pour nous rappeler qu'on observe quelque chose qui est un spectacle. Je veux dire, si vous regardez une représentation de magie, vous savez très bien que c'est faux, mais vous êtes impressionné. Mais si demain vous allez voir un spectacle et que le magicien qui est censé couper une femme en deux ouvre sans faire exprès la deuxième boîte et que vous voyez qu'en fait il y a deux personnes, vous allez pas vivre le show de la même manière. Et là je sais que beaucoup vont trouver que c'est qu'un détail, mais pour moi qui était déjà pas motivé à l'idée de cette stipulation, ça m'a encore plus sorti du match. Alors après c'est pas non plus horrible à regarder, ça reste fait pour être comique et du coup on a quelques moments qui nous font souffler du nez, mais bon pour être tout à fait honnête ça n'a pas réellement sa place à WrestleMania et du coup je suis obligé de mettre qu'une étoile et demie à ce match parce que malgré les quelques moments cool et marrants, notamment celui où Jake Roberts s'aide du public pour savoir où est son adversaire, ça reste pas très bien et le match prend fin après presque 10 minutes, ce qui pour moi est un peu long, avec Jake Roberts qui place son DDT. En revanche, pour donner quand même quelques points positifs à ce match, il y a déjà le fait qu'il y ait une vraie histoire entre les deux, mais il y a surtout la promo de Jake Roberts juste avant le match qui est très courte mais très stylée, et il n'y a pas à dire, ce gars a toujours été incroyable au micro. À ce moment-là du show, il reste encore 9 matchs, dont évidemment le main event avec Hulk Hogan, et pourtant, croyez-le ou non, quand on revoit ce show plus de 30 ans plus tard, c'est très clairement pas le dernier match de la soirée le plus important. Et non, puisqu'en l'occurrence, le match le plus historique et important de la soirée quand on regarde ce show aujourd'hui, c'est le match suivant, puisqu'alors qu'on retrouve Jimmy Snuka dans le ring, on accueille son adversaire
adversaire, mesdames et messieurs, pour la première fois à WrestleMania, le seul et unique Undertaker. À ce moment-là, il est très loin d'être l'immense légende qu'il est aujourd'hui. C'est simplement un jeune catcheur qui a fait ses débuts quelques mois plus tôt au Survivor Series, mais qui est déjà fascinant et intriguant dès son arrivée. Malheureusement, au-delà du côté historique de ce match, puisqu'il marque le tout premier match de la streak de l'Undertaker, vous vous en doutez, c'est rien d'incroyable en termes de catch. Mais bon, ça rend pas non plus le match ennuyant ou difficile à regarder, parce qu'en fait, on voit un Undertaker énormément mis en avant, qui ne vend pas les coups de Jimmy Snuka grâce au pouvoir de l'urne tenu par Paul Bearer, et en seulement 4 minutes, le Deadman se débarrasse de Snuka avec son tombstone, lançant alors une immense série de victoires sur la plus grande scène du monde. À part ça, rien de particulier à dire sur ce match, et honnêtement c'est encore une fois difficile de donner une note puisque ça reste un squash, mais justement comme c'est court et que c'est sympa de voir l'Undertaker aussi dominant, je mettrai quand même 2 étoiles et demie pour rester pile dans la moyenne. Du coup, si on vient de voir un match qui marque l'histoire, puisque c'est le début de la streak et qu'on est encore loin du main event, vous devez vous dire qu'on a peut-être atteint le pic du show avant le dernier match. Et bien en l'occurrence, vous vous trompez mais finalement pas totalement, puisque le vrai pic du show et le vrai main event de WrestleMania 7, il arrive tout de suite. Honnêtement, après ce match, je m'en fous de savoir si Hogan reprend le titre dans le main event. Même en réalité, je m'en fous de la présence de Hogan dans le main event. Le vrai match le plus important de la soirée, c'est celui qui se trouve en plein milieu du show entre l'Ultimate Warrior et Randy Macho Man Savage. Ce match, c'est le dernier d'une trilogie entre les deux hommes, puisqu'ils se sont déjà affrontés une première fois en 89 avant de se lancer en rivalité en 91 et d'avoir une histoire vraiment tendue. En fait, à ce moment-là, à la WWF, il y a un clair numéro 1 et c'est Hulk Hogan, vous imaginez bien. Mais du coup, finalement, la réelle compétition n'est pas entre le roster entier et Hulk Hogan, qui cherche à récupérer la place de numéro 1, mais plutôt entre les deux plus populaires derrière le Hulkster, Randy Savage et l'Ultimate Warrior. Leur rivalité intense pour savoir qui est le meilleur les pousse à s'affronter lors de ce WrestleMania dans un match où le perdant est contraint de prendre sa retraite, et si déjà l'affiche et la stipulation sont gigantesques, le match et l'après-match vont largement dépasser les attentes. C'est bien simple, si vous n'avez que 20 minutes ou moins à accorder à WrestleMania 7, allez voir ce match. Et oui, je vous conseille de regarder un match de 20 minutes alors qu'on pourrait penser que c'est un peu long, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Déjà dans le ring, le match est pas mauvais parce que même si le Warrior est loin d'être le meilleur catcheur, le travail est largement rattrapé par Savage, mais de toute façon, le catch c'est pas l'élément central de ce match. Ce qui est important dans ce match, c'est l'histoire qu'il nous raconte. En l'occurrence, celle du méchant contre le gentil qui est largement plus puissant que son adversaire, ce qui pousse donc celui-ci, en l'occurrence Randy Savage, à essayer d'utiliser des stratégies douteuses pour prendre l'avantage. Du coup, Macho Man va profiter de l'aide de sa manageuse de l'époque, Sherry, puisqu'on rappelle qu'il s'est séparé de Miss Elizabeth il y a quelques temps en effectuant son heel turn, et c'est donc sous les yeux de Miss Elizabeth qui est présente ce soir en tant que simple fan dans le public que Randy Savage profite de l'aide de sa manageuse cumulée à des stratégies de lâche pour reprendre l'avantage. Évidemment, il sera aussi dominé plusieurs fois par son adversaire qui est ovationné par la foule et qui est littéralement vu comme un héros, ce qui va d'ailleurs mener à un moment absolument fou que je dois être honnête, j'ai pas vraiment aimé. Parce que oui, ok, le Warrior est censé être surpuissant, oui, il peut encaisser beaucoup de choses, mais là Savage a réussi à prendre le dessus et il veut en finir avec sa descente du coude, mais voyant bien que son adversaire est plus puissant que lui, le Macho Man ne se contente pas de placer une fois sa prise de finition puisqu'il va s'y reprendre à 5 fois, plantant son coude dans la poitrine du Warrior de manière répétée pour s'assurer la victoire, et malgré tout ça, celui-ci se dégage. Franchement, je trouve ça un peu dommage, parce que généralement il ne suffisait que d'une descente du coude pour donner la victoire à Savage, et le fait de laisser le Warrior se dégager après 5 finishers, c'est vraiment exagéré et ça décrédibilise la prise. Mais bon, au final ça fonctionne et la foule est ravie de voir son favori se dégager alors qu'il pensait que tout était fini, donc c'est pas si horrible parce que ça marche avec le public sur place, mais sur le papier et en particulier en le regardant aujourd'hui, je pense pas que c'était nécessaire d'en arriver là. Après, comme je le dis, c'est vraiment un détail et clairement c'est l'un des rares points négatifs de ce match, parce qu'à part ça, c'est une vraie pépite et je vous conseille vraiment d'aller voir ou revoir ce match parce qu'il vaut vraiment le coup et c'est le point fort de ce show en plus d'être pour moi le vrai main event. Oui, parce qu'attendez, c'est loin d'être fini, hein. Savage se dégage lui aussi du finisher de Warrior et ce dernier est obligé de démolir le Macho Man pour s'assurer la victoire dans un moment que je dois avouer être un petit peu anticlimatique, mais quoi qu'il arrive, après 20 minutes d'une guerre entre deux adversaires qui se détestent, l'Ultimate Warrior vient à bout de Randy Savage et ce dernier est contraint de prendre sa retraite. On imagine alors à ce moment-là que Savage va quitter le ring silencieusement, laissant le Warrior célébrer sa victoire et profiter de sa suprématie, mais en réalité on en est très loin puisque c'est tout l'inverse qui va se produire. Le Warrior quitte la salle sous les applaudissements du public et dans le ring, le corps du Macho Man gît au sol alors qu'il est rejoint par Sherry. Celle-ci, au lieu de réconforter son associé, s'en prend à lui et l'enchaîne de coups de pied dans le ring alors qu'il sort d'un long match contre un adversaire sérieux, et alors que le public est surpris par ce qui se passe, Miss Elizabeth débarque de la foule dans une ovation générale, grimpant dans le ring pour en sortir Sherry, et pour le plus grand plaisir des fans présents sur place et devant les larmes de millions d'enfants à travers le monde, le Macho Man se réunit avec sa bien-aimée Miss Elizabeth dans un moment franchement très beau qui apporte une conclusion encore meilleure à ce match. Voilà, quand je vous dis que ce match c'est le vrai main event, c'est aussi pour ça.
Il y a absolument tout. L'investissement de la foule, le match de plutôt bonne qualité, les rôles parfaitement joués par les deux hommes et en plus cette scène d'après-match exceptionnelle. Bref, sans hésiter, c'est un 4 étoiles amplement mérité. Bon, malheureusement, si on a un match d'un niveau de main event en milieu de carte, vous imaginez bien que ça va être difficile de rebondir après ça. Et c'est donc la tâche difficile qui sera offerte à Demolition et Genichiro Tenryu et Koji Kitao, qui, croyez-le ou non, font leur début à la WWF ce soir-là. Le pire, c'est qu'en faisant des recherches sur ces deux catcheurs, j'ai vu que Tenryu était une véritable légende du catch au Japon et l'un des catcheurs les plus appréciés de l'histoire. Donc en vrai, la découverte m'a donné envie d'aller en voir plus, mais si j'étais pas allé chercher sur internet, ce qu'évidemment les fans de l'époque ne pouvaient pas faire, bah j'en aurais pas eu grand chose à faire de ce match. Désolé de le dire, hein, mais imaginez on fait débuter deux catcheurs en équipe à WrestleMania, que pas grand monde ne connaît dans la salle sans réelle construction, ou en tout cas une construction qui n'est pas mentionnée pendant le show, et même si ok le match est vraiment pas horrible et qu'il met clairement en avant les deux catcheurs japonais qui terminent avec une belle powerbomb pour repartir avec la victoire, bah c'est difficile de s'investir dans ce qui se passe. C'est d'autant plus compliqué après le match précédent c'est sûr, mais franchement j'ai pas vraiment aimé ce match et en tout cas j'ai pas réussi à rentrer dedans et je me contenterai donc de lui donner 2 étoiles pour être gentil. On peut donc enchaîner avec le match suivant et le deuxième match de championnat de la soirée avec Mr Perfect qui affronte le Big Boss Man pour défendre le titre de champion intercontinental qu'il a remporté en battant Kerry Von Erich en novembre 90. Alors en soi ce match n'est pas horrible, mais honnêtement c'était pas non plus à la hauteur de ce à quoi je m'attendais avec Perfect. Alors oui, Perfect est toujours aussi bon pour vendre les prises, hein, ça bouge pas, et le Bossman est franchement pas mauvais non plus alors qu'il faisait partie des catcheurs que j'appréciais pas trop jusqu'à présent, mais en finale le moment le plus important de ce match c'est pas vraiment ce qui se passe dans le ring, c'est l'arrivée surprise de André le Géant. Il faut comprendre que si Perfect est le champion intercontinental, l'homme central du match c'est son manager Bobby Heenan. Et d'ailleurs en réalité oui le match est entre Perfect et le Bossman, mais le Bossman est plutôt en rivalité avec Bobby Heenan à l'époque. Et du coup puisqu'on parle de ce manager, comment ne pas parler de son partenaire le plus historique, le seul et unique André le Géant qui fait là sa toute dernière apparition à WrestleMania, et d'ailleurs l'une de ses toutes dernières apparitions à la WWF en général, puisqu'après avoir essayé d'aider le Big Boss Man en faisant fuir Bobby Heenan, le Géant fera une toute dernière apparition en octobre quelques mois plus tard lors d'un show non télévisé à Paris, avant de pour de bon quitter l'entreprise de Vince McMahon. Malheureusement sa dernière apparition à WrestleMania est plutôt triste, hein, puisqu'on voit d'une part qu'il est encore plus diminué, ce qui est assez compliqué à regarder, mais aussi parce que son intervention ne permet pas à Bossman de battre Perfect pour le titre, et le match se termine par disqualification après l'intervention de Haku et du Barbare, qui s'en prennent au Big Boss Man avant de se faire déchirer et d'être contraint de fuir. C'est un petit peu dommage qu'on ait un finish comme ça, parce que je pense que Perfect aurait pu gagner avec un tombé classique, voire même le Bossman aurait pu profiter de l'aide d'André pour prendre la ceinture, et du coup pour le finish un peu décevant malgré un match pas mauvais et une apparition cool de André, ce match aura de ma part 2 étoiles et demie. Bon, on entre maintenant dans la deuxième partie du show, et malheureusement on va entrer dans un enchaînement assez compliqué. Après ce match correct mais pas exceptionnel, on arrive au match entre Earthquake et Greg Valentine, hein, qui franchement vaut même pas le coup d'être vu, parce qu'à mon sens c'est l'un des pires matchs de la soirée. D'un côté il est pas aussi court que le suivant, qui est tellement court qu'en fait on peut même limite ignorer sa présence, mais il est inutile et pas intéressant, et franchement c'est juste pas bien. En fait Greg Valentine va dominer Earthquake pendant un bon moment, ce qui est assez surprenant, et il va galérer pendant ce qui semble être une éternité avec la prise en 4 avant d'être distrait par Jimmy Hart qui permet à Earthquake de prendre le dessus, et d'en finir avec son finisher pour repartir avec la victoire. Bref, j'ai pas passé un bon moment et ça ressemblait vraiment à du remplissage, 1 étoile et demie, pas plus. Bon, du coup le match suivant je l'ai rapidement mentionné en disant qu'il était extrêmement court, et j'irai pas plus loin puisqu'en moins d'1 minute les Legion of Doom viennent à bout de Power and Glory, équipe dans laquelle on retrouve Hercule, hein, qui continue sa streak d'apparition à WrestleMania, mais également Paul Roma, et une équipe qui après avoir eu une période un peu intéressante avec une série de victoires pendant l'année 90, se fait écraser à WrestleMania et disparaît peu de temps après. On peut donc directement enchaîner avec le match suivant, un match qui sur le papier peut sembler intéressant, ne serait-ce que pour l'histoire qu'il raconte, puisqu'il s'agit du match entre Virgil et Ted DiBiase. Vous le savez sûrement, pendant des années, Virgil a été le manager et le garde du corps de Ted DiBiase. C'était lui qui l'accompagnait au ring, qui l'aidait dans ses matchs et compagnie, et finalement, après des années d'abus, Virgil a craqué et a fini par trahir DiBiase lors du Rumble 91, effectuant son face turn et lançant pour de bon cette rivalité. Entre temps, Roddy Piper s'est mêlé de cette histoire et s'est associé à Virgil pour l'aider dans sa vengeance contre DiBiase, et il accompagne donc Virgil au ring pour son match. Bon, en l'occurrence, c'est un peu bizarre parce que Virgil n'est même pas vendu comme un catcheur à ce moment-là, parce que Piper l'a en fait entraîné à boxer, et donc il va ouvrir le match en envoyant des droites à DiBiase, ce qui finalement est pas si mal. Mais bon, passé la frayeur du début de match, DiBiase reprend logiquement le dessus puisque c'est un catcheur établi, et on a la classique du catcheur heel qui troll en dominant son adversaire, mais finalement, après seulement 7 minutes de match, DiBiase, qui continue sa destruction sur Virgil à l'extérieur, le ramène dans le ring avant d'aller s'en prendre à Roddy Piper, ce qui va finalement lui coûter le match puisqu'il se fait décompter à l'extérieur, donnant une victoire un peu volée à Virgil, mais qui régale quand même les fans. Alors bien sûr, c'est pas le match de la soirée, hein, loin de là, mais il a un immense point positif, c'est qu'il raconte vraiment une histoire, et c'est la chose qui manquait à beaucoup de matchs les années précédentes. Donc oui, quand on regarde le match comme ça, sans contexte, c'est pas terrible, mais ça mérite quand même 2 étoiles et demie selon moi, parce que c'est pas catastrophique et que l'histoire est assez cool. En plus, on a un petit segment d'après-match
match puisqu'évidemment DiBiase n'est pas content de sa défaite et il place donc son finisher sur Virgil avant de se faire attaquer par Roddy Piper puis de se faire sauver à ma grande surprise par Sherry qui semble alors s'associer avec le $1 Million Man. Il ne nous reste alors plus qu'un match avant le main event, un match une fois de plus anecdotique entre le Mountie et Tito Santana qui ne dure qu'une minute et qui ne sert qu'à établir le Mountie en tant que heel puisqu'il gagne grâce à l'aide de son manager. Et franchement ce match n'a rien à faire aussi haut sur la carte, ils auraient clairement dû enchaîner directement avec le main event et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Vous l'aurez sûrement remarqué au niveau du logo du show depuis le début, c'est clairement les États-Unis qui sont mis en avant à WrestleMania 7. Et justement tout ça c'est principalement en référence au main event de la soirée. À ce moment-là le Sergeant Slaughter est champion de la WWF et lui qui était pendant longtemps un fervent défenseur des États-Unis s'est finalement associé à l'Irak et au général Adnan, prétendant qu'il était pendant longtemps un grand admirateur des US, mais que le pays avait perdu sa force depuis quelques temps et qu'il était devenu un pays faiblard, ce qui le poussait alors à soutenir un pays qu'il considérait comme fort, puissant et sans pitié, comme l'Irak. Alors oui, dit comme ça aujourd'hui c'est bancal un petit peu, mais à l'époque on sort à peine de la guerre du Golfe, donc c'est bien sûr l'un des trucs les plus importants aux États-Unis, et donc toute cette rivalité tourne totalement autour du conflit entre les États-Unis et l'Irak. Du coup bien sûr il y a extrêmement peu de doutes quant au résultat de ce match, on a d'un côté le Sergeant Slaughter qui a tourné le dos aux États-Unis pour aller s'allier avec le pays ennemi de l'époque, à savoir l'Irak, et de l'autre on a littéralement le héros américain, le chouchou des fans qui vient sauver la WWF, le seul et unique Hulk Hogan. Il est naturellement accueilli par l'explosion de la salle alors qu'il arrive avec le drapeau américain, et le match pour le titre de champion peut enfin commencer. Une fois de plus, je maintiens ce que j'ai dit plus tôt dans la soirée, le titre mondial a beau être en jeu, et Hulk Hogan a beau être dans le match, c'est moins un main event que le match entre Warrior et Randy Savage. Et d'ailleurs le match va me donner raison parce que dans le ring c'est vraiment pas terrible du tout. Heureusement le match est un petit peu sauvé par l'histoire, surtout à l'époque, et du coup le champion et son manager vont essayer de travailler à deux à l'extérieur pour venir à bout de Hogan, n'hésitant pas non plus à utiliser des objets, ce qui logiquement devrait mener à une disqualification, mais pour des raisons évidentes, l'arbitre laisse couler. Parce que oui, en soi ce serait un petit peu con de sonner la cloche parce que ça coûterait le titre à Hogan, donc c'est un petit peu normal que l'arbitre ne fasse pas respecter les règles, et on a du coup la classique Hogan qui ne vend pas les coups et qui s'en sort face à deux adversaires. Malheureusement, c'est là que s'arrêtent les points positifs de ce match. C'est très lent, c'est pas intéressant et les actions sont pas terribles, et même si le public soutient fortement Hogan, on sent qu'ils attendent qu'une chose, c'est de le voir gagner et célébrer pour passer à autre chose. Le pire, c'est que si c'était le cas, les fans allaient devoir être patients, parce qu'après une domination de Hogan puis une domination de Slaughter dans une lenteur catastrophique qui prend le dessus grâce à un coup de chaise dans le crâne, on est à ce moment-là déjà à presque 20 minutes de match, et enfin, à ce moment-là, après s'être dégagé du camel clutch et de la tentative de tomber avec le drapeau irakien, Hogan déchire le drapeau et nous ressort le classique Hulk Up, ne vendant pas les coups de Slaughter, le pointant du doigt et enchaînant avec son combo Big Boot et descente de la cuisse, pour remporter le match, redevenir champion de la WWF et faire plaisir à la foule qui voit son pays remporter la victoire pour clôturer la soirée. C'est donc après un match vraiment peu intéressant que se termine WrestleMania 7 avec Hulk Hogan célébrant au centre du ring en ayant récupéré ce titre qui est littéralement le sien à l'époque, agitant le drapeau américain au centre du ring et profitant de l'un de ses derniers main events de WrestleMania, puisque le Hulkster restera à cette position en sommet de carte jusqu'à WrestleMania 10 qui pour le coup va vraiment marquer une nouvelle ère. Mais en réalité, WrestleMania 7 a lui aussi une très grande importance et annonce des changements pour la WWF, puisqu'on a les débuts de l'Undertaker à WrestleMania, le dernier WrestleMania en équipe pour Bret Hart et pour Shawn Michaels qui partiront respectivement en solo avant de se retrouver en main event du show 5 ans plus tard, et surtout le dernier WrestleMania à avoir autant de matchs avant très longtemps, et il a tout de même une place importante dans l'histoire pour toutes ces raisons. À côté de ça, le show est loin d'être catastrophique, on a des matchs assez cool notamment en première partie, et l'apogée du show a clairement lieu au moment du Warrior contre Savage, et malgré un main event clairement pas à la hauteur, WrestleMania 7 reste un show sympa à regarder pour l'histoire et qui me donne bon espoir pour la suite de cette série. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je sais que la série des WrestleMania c'est une série qui intéresse un peu moins de gens pour l'instant parce qu'évidemment les shows dont on parle datent beaucoup, mais si ça vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, et si les plus vieux WrestleMania ne vous intéressent pas, sachez qu'on va pas tarder à arriver à des WrestleMania plus intéressants. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous voulez me soutenir, vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne secondaire et ma chaîne Twitch où je suis en live 3 fois par semaine, les liens sont dans la description. Et pour tous ceux qui veulent se régaler de thé glacé et de boissons énergisantes excellentes sans sucre, profitez de mon lien affilié au lit et de mes codes promo qui sont eux aussi dans la description. Je vous attends aussi bien sûr sur tous mes autres réseaux, et d'ici là, je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.